Voilà, et c'est le président de la République qui a, la nuit dernière d'ailleurs, annoncé la mort de ce soldat. Gauthier Ribinski, vous suiviez un peu Bonjour. plus tôt cette prise de parole. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous suiviez un peu plus tôt cette prise de parole. Encore une fois, avant d'aller sur ce qui a été dit au sujet de l'Ukraine, le président de la République ne pouvait pas commencer cette conférence de presse donnée aux côtés du président Zelensky sans s'arrêter un instant sur la mort de ce soldat. Ce que l'on en sait pour l'instant, c'est qu'il a donc été tué à Erbil la nuit dernière. Le chef de l'État l'avait annoncé lui-même. Il ne s'est pas longuement attardé sur le sort de ce soldat français, le président de la République, même s'il ne veut évoquer, dit-il, aucune forme de scénario de riposte à l'heure actuelle. La vraie question sous-jacente, c'est est-ce que maintenant, de facto, la France est de toute façon entraînée dans cette guerre? Alors, il y a une chose qu'il faut bien préciser, c'est que le cadre de l'opération dans lequel ce soldat agissait est un cadre qui n'a strictement rien à voir avec le conflit actuel qui a éclaté, donc avec les bombardements israélo-américains sur l'Iran. C'est une opération qui est beaucoup plus ancienne et qui vise à enserrer ou en tout cas à maintenir ou à endiguer les menées, les velléités terroristes dans cette région et notamment par rapport à une éventuelle résurgence de Daesh. C'est là le but et justement il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, même si évidemment le contexte actuel porte une autre lumière, mais il n'y a pas là un engagement d'un soldat français dans le cadre de ce qui est aujourd'hui cette guerre donc irano-israélo-américaine. Mais c'est l'après qui questionne. Un Oui, groupe n'a pas revendiqué l'attaque qui a coûté la vie à Arnaud Frion, on va rappeler son nom, de ce soldat français. En revanche, ce groupuscule a quand même expliqué et revendiqué des attaques prochaines contre des intérêts français. Donc oui, encore une fois, si des intérêts français sont visés, est-ce que ça bien sûr. n'engage pas la France d'une manière ou d'une autre, ça ne l'entraîne pas dans cette guerre? Parce qu'à chaque fois, le président de la République et d'autres figures du gouvernement ont insisté sur la position défensive. Elle peut toujours être défensive, la position de la France? Alors, c'est une... Effectivement, je comprends votre question. C'est une position défensive en ce sens que elle a pour but de ne pas se laisser embarquer dans le conflit, mais en même temps, et vous avez raison de le souligner, ce que l'on remarque dans la position française jusqu'à présent, c'est quand même une sorte allez, de frilosité, de pusillanimité par rapport à ce qu'implique ce conflit. Quand on a vu récemment que, à propos du Venezuela, la France avait dit qu'on ne pouvait pas regretter la chute d'un dictateur. Là, on a vu que par rapport à ce qui concerne quand même le régime des Mollahs, alors évidemment, Emmanuel Macron a employé, enfin j'emploie les mêmes mots que lui, c'est-à-dire quand on dit régime des Mollahs, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Téhéran. Mais la critique est assez faible. Et on a vu aussi que la France, pour exister dans cette affaire, avait rappelé, alors non seulement ce qui est évidemment la base absolue, c'est-à-dire défendre et surtout venir en aide aux ressortissants, honorer des accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis et d'autres. Et au fond, c'est à peu près tout. Avec quand même la présence donc du porte-avions Charles de Gaulle, qui c'est symboliquement très fort. On n'envoie pas un porte-avions pour faire des ronds dans l'eau. Mais là encore, il y a la volonté de se tenir en dehors de ça. Donc, j'en viens à votre question. Comment faire pour qu'il n'y ait pas cet engrenage? Mais au fond, comment faire aussi, et c'est là la question, pour être présent et éventuellement apporter des idées et des solutions. Il y a deux choses sur lesquelles la France est absente. C'est d'abord une forme de réflexion. Quand on prétend être la France, on a une réflexion sur ce genre de choses, sur ce qu'est une agression, sur ce qu'est un régime, sur surtout l'absence de clarté et de cohérence dans les buts politiques. Ce dont cette guerre est le signe inquiétant, c'est qu'il n'y a pas, on ne voit pas de la part des Américains un but politique. Il y en a un de la part des Israéliens, mais que eux tout seuls ne peuvent pas imposer. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut être au moins dans la formation, dans l'explication pédagogique de ce qui se passe, quelque chose qui peut être dit par la France sur à la fois l'absurdité de frapper, comme c'est actuellement le cas, mais en même temps la parfaite légitimité par rapport à ce que vit le peuple iranien de viser un changement radical. Et ça, on voit bien
et vous avez raison de le souligner, que la France est en délicatesse avec cette réflexion qui évidemment habite les gouvernants français, mais qu'ils n'osent pas, qu'ils ne s'autorisent pas à dire. En tous les cas, cette guerre au Moyen-Orient a laissé créer une forme d'inquiétude auprès du président ukrainien qui effectue sa 12e visite à Paris, venu sans doute chercher des garanties auprès des Français notamment pour être sûr qu'on n'oublierait pas l'Ukraine. Le président de la République, Emmanuel Macron, a justement dit que rien ne nous détournera de Kiev. Il a reçu les mots qu'il espérait, le président Zelensky, aujourd'hui ? Je crois que, alors, dans un certain nombre de discussions et d'échanges qu'ont pu avoir les deux hommes, notamment sur la coopération militaire, sur le fait qu'il y a insistance pour que les démarches, les processus d'adhésion à l'Union européenne soient maintenus, oui. Pour le reste, dans les mots du président français, il y a toujours la phrase suivante: nous ferons tout pour que l'Ukraine puisse se défendre. On sait très bien qu'il n'y a pas de solution si on en reste là. C'est le même problème depuis 2022, c'est de maintenir l'Ukraine à flot pour qu'elle ne coule pas. Et d'ailleurs, elle le fait largement aussi elle-même, par elle-même, mais ça n'est pas faire en sorte qu'elle gagne. Alors les mots ont été très durs vis-à-vis de la Russie. Et on a compris, mais en filigrane, qu'il y avait une association que Emmanuel Macron, comme Volodymyr Zelensky, mettent le caractère politique, idéologique des régimes totalitaires, despotiques, les mettent sur le même plan. La Russie d'un côté qui est certes l'agresseur, et le régime des Mollahs de l'autre côté qui est certes l'agressé. Mais fondamentalement, il y a un combat qui se mène dans le même sens. Sauf que, on l'a dit de façon allusive, en pointillé, et pas forcément de manière très claire. Alors que, je crois que c'est Volodymyr Zelensky qui l'a souligné à un moment, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce type de régime, que ce soit la Russie ou d'autres, il y a bien sûr, il y a l'Iran, mais d'autres, sont par définition, parce qu'ils en ont besoin, des fauteurs de troubles. Le droit international qui est effectivement bafoué là, et on peut s'en offusquer, et on peut en discuter, bien sûr, mais le droit international est lui-même d'emblée bafoué par ses propres pays, ne serait-ce, pour parler que d'une chose, de la manière dont ils traitent leurs citoyens ou leurs concitoyens. Merci Gauthier. On va aller retrouver Jonathan Walsh qui est au Palais de l'Élysée pour France 24. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Vous avez aussi suivi cette conférence de presse. Même question que celle posée à Gauthier Rybinski. Est-ce que le président ukrainien a reçu les garanties qu'il était venu chercher à Paris ? Écoutez, il a reçu en tout cas des garanties verbales, dira-t-on, sur beaucoup d'éléments. Après, on a pu noter des sons de cloche sensiblement différents sur certains points de la part des présidents ukrainiens et français. Je pense notamment aux dérogations sur les exportations de pétrole russe qui ont été accordées par les États-Unis. Le président Macron a voulu minimiser ces dérogations en expliquant qu'elles étaient tout à fait temporaires, qu'elles n'auraient pas d'impact immédiat, qu'elles n'auraient pas d'impact durable en faveur de la Russie. Le président Zelensky, lui, a souligné au contraire que tout cet argent supplémentaire qui allait rentrer dans les caisses de l'État russe, eh bien, il allait d'une manière ou d'une autre faire sentir ses conséquences sur le terrain, sur le front en Ukraine. Donc sur ce point-là, on a pu sentir une légère, peut-être pas une divergence, mais en tout cas un son de cloche sensiblement différent. Concernant le prêt de 90 milliards d'euros, le prêt européen de 90 milliards d'euros, avec ce risque d'un veto hongrois qui pèse dessus, là le président Macron s'est voulu assez catégorique et il a dit que quoi qu'il advienne, d'une manière ou d'une autre, ce prêt serait accordé. Et ça, évidemment, ça doit plutôt être une satisfaction pour le président ukrainien. Jonathan Walsh, merci pour toutes ces précisions depuis le Palais de l'Élysée. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure au sujet de cette conférence de presse que vous avez suivie sur notre antenne.